consacrée cette année porte sur le rôle que peuvent jouer les institutions et les partenaires multilatéraux dans la promotion de la finance islamique en Afrique. Grâce aux discussions qui seront engagées, nous espérons dégager les contours d'une plateforme propice pour relever significativement le niveau de pénétration et l'étendue des actifs financiers islamiques sur notre continent. Réussir ce challenge est une gageure pour consolider et renforcer davantage le dynamisme de nos économies aujourd'hui en plein essor. Distingués participants, la République Djibouti, en plus d'être idéalement située en termes géostratégiques, au plus près des plus importantes voies maritimes internationales, se trouve être aussi le trait d'union entre le Moyen-Orient et l'Afrique, avec une population très cosmopolite et à majorité musulmane. C'est tout naturellement que Djibouti aspire à se positionner comme un espace de relais, l'éclatement de la finance islamique en terre africaine. Djibouti, à l'instar de ses pairs africains, regorge par ailleurs de nombreux atouts et potentialités inexploitées qui ne demandent qu'à être exprimées et valorisées par les investisseurs. Aussi, attirer davantage les institutions financières islamiques et capter une part substantielle des importants actifs drainés est une stratégie fondée sur un partenariat sain et gagnant-gagnant. Distingués invités, notre pays qui a réussi son tournant économique au début des années 2000 grâce à la vision et au leadership du chef d'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. La dynamique de croissance engagée depuis lors se consolide année après année. Après une croissance moyenne de 4% au cours des dernières années, la croissance du PIB djiboutien atteint 6% actuellement, portée essentiellement par les investissements massifs dans les secteurs porteurs, le dynamisme de la chaîne des transports et le boom dans les secteurs de la construction. La part des investissements dans le PIB s'est située à plus de 40% en 2013 et 2014. Aussi, les investissements déjà réalisés et ceux actuellement en cours dans la chaîne de transport continueront à alimenter la croissance de notre économie qui, d'après nos prévisions, se situera à 7% à l'horizon de 2019. Le secteur financier djiboutien a également connu un développement fulgurant au cours de cette dernière décennie, profitant du contexte économique favorable et d'un environnement des affaires revitalisé. Ce secteur, qui s'est particulièrement identifié à partir de 2006 avec l'arrivée et l'implantation d'un nombre important d'opérateurs, compte aujourd'hui 31 institutions financières, dont 10 banques pour une population d'un peu moins d'1 million d'habitants. Ces solides performances du secteur bancaire sont également imputables au développement de la finance islamique dans notre pays, qui, après un début d'adaptation et d'apprentissage de la clientèle, connaît une forte progression depuis 2006. Offrant pour le moment des produits financiers de base comme les Murabaha, les Musharaka ou les Boudaraba, les banques islamiques opérant à Djibouti voient leur activité croître rapidement ainsi que leur part de marché. Ainsi, en termes de poids, les actifs des banques islamiques atteignent 50 milliards de francs aujourd'hui et représentent 16% de l'actif du total bancaire, contre seulement 1,2 en 2006. Les dépôts collectés par ces banques en progression annuelle de 20% représentent actuellement 13% de l'ensemble des dépôts, tandis que le volume de crédit se situe aux environs de 11% du total. De son côté, le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a rappelé qu'en moins d'une décennie, les banques ont réussi à capter une part significative du marché. Je vous propose d'écouter un premier extrait du discours du chef de l'État. Bien que toute nouvelle, les éloges et les avantages de la finance islamique ne sont plus à démontrer. Le monde des finances, à l'instar de nos amis occidentaux, a fini par y croire. Le célèbre édito d'André Comte-Sponville sur la morale et le capitalisme en dit beaucoup. Je cite, « C'est plutôt le Coran qu'il faut relire, car si nos banquiers, avides de rentabilité sur fonds propres, avaient respecté un tant si peu la charia, nous n'en serions pas là. » L'ampleur et la gravité des crises systémiques, jadis causées par les insuffisances dans la régulation de la finance classique et la spéculation, ont mis en lumière les vertus de la finance islamique à la progression exponentielle. Estimée à près de 2000 milliards de dollars à travers le monde, la finance islamique gagne du terrain et connaît une croissance rapide de l'ordre de 17% l'an. Toutefois, sa présence en Afrique reste encore très timide.
Les actifs attribués au continent sont estimés entre 1 et 2% selon les sources, alors que le continent concentre la moitié des 1,6 milliard de musulmans que compte notre planète. L'Afrique, qui compte aussi 10 des pays dont l'économie connaît la plus forte croissance à travers le monde, constitue un formidable gisement de consommateurs et attire de plus en plus les investissements internationaux, tant ses potentialités économiques sont réelles. C'est pourquoi nous sommes convaincus que la finance islamique peut jouer le rôle de catalyseur dans la mobilisation des ressources financières en Afrique, permettant ainsi la croissance économique et le développement durable. On estime en effet que la région a besoin de près de 93 milliards de dollars pour financer les grands projets d'infrastructure et de production, tandis que les déficits budgétaires nécessitent aussi des ressources additionnelles. Dans le même temps, 2 milliards d'adultes restent exclus du système bancaire à l'échelle mondiale. Et l'Afrique subsaharienne, à elle seule, compte 17% des adultes non. Alors on fait une interruption dans ce journal pour l'appel de la prière à l'Asr. On se retrouve juste après. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
Dans la deuxième partie de son discours, le chef de l'État a souligné le dynamisme économique djiboutien et l'accélération de l'intégration régionale. Il a appelé la finance islamique à accompagner ces grands projets intergénérationnels dont la finalité est de constituer un marché unique du continent. Voici un second extrait du discours du chef de l'État dans l'ouverture de la conférence islamique sur la finance islamique ce matin au Djibouti Palace Kempinski. Distingués invités, mesdames et messieurs, tout comme la finance islamique, la République de Djibouti est un pays jeune, dynamique et en pleine croissance. Sa performance économique est élevée et s'est renforcée au cours des dernières années pour atteindre 6% en 2014 et la même performance est attendue au terme de cet exercice. En effet, au cours des 10 dernières années, le nombre de banques est passé de 2 établissements à 10, dont 3 sont de type islamique. Ces dernières font désormais partie intégrante du paysage économique et financier du pays. Leur proximité culturelle et leur volonté d'accompagner les secteurs productifs leur ont permis de capter 16% des actifs du secteur bancaire en quelques années d'activité. Afin d'asseoir et de consolider l'expansion et le rayonnement de notre place financière, nous accordons une attention particulière à la révision et la mise à jour des textes réglementaires sous la responsabilité de la Banque centrale qui veille sur les fondamentaux et les ratios tout en garantissant la libre convertibilité de notre monnaie et la liberté de mouvement des capitaux. Tout récemment, nous avons complété ce dispositif par la création d'un comité national de la charia composé d'experts en loi islamique et en finance, chargé de veiller sur la régularité et la conformité à la charia des produits financiers islamiques en République de Djibouti. Nous comptons également créer un centre de formation afin de renforcer les capacités techniques de nos praticiens de la finance islamique, et ce dont le rayonnement pourra s'étendre à la sous-région, l'objectif étant d'œuvrer pour que Djibouti devienne véritablement le centre africain de la finance islamique. D'ores et déjà, Djibouti est le point de jonction où s'imbriquent les transports maritimes, routiers, ferroviaires et aériens pour servir les échanges commerciaux de la Corne de l'Afrique avec la région du Moyen-Orient et de l'Asie. Pour renforcer cette position, nous avons décidé d'investir plus de 12 milliards de dollars qui, par vagues successives, feront de Djibouti une vaste plateforme logistique englobant l'Est d'Afrique au moyen de 4 nouveaux ports, 2 nouvelles lignes ferroviaires, 2 nouveaux aéroports, 2 nouvelles interconnexions avec l'Éthiopie portant sur l'eau et l'électricité et un pipeline reliant Djibouti au Sud-Soudan. Autant de moyens et de grands chantiers dont la livraison est imminente. Mesdames et messieurs, en marge de toutes ces réalisations et des efforts consentis, mon gouvernement et moi-même sont conscients, préoccupés et déterminés à soutenir ceux de nos concitoyens qui restent en proie à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Les principaux enjeux et défis sont alors d'apporter des réponses rapides et appropriées aux problématiques suivantes. Le financement des petites et moyennes entreprises, principales pourvoyeuses d'emplois et de création de richesses. L'expertise technique et l'intermédiation nécessaires à la levée de fonds publics et privés, développement comme le développement des soukouk. L'inclusion financière des plus démunis, notamment la microfinance et le financement des très petites entreprises, sans oublier la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Par ailleurs, en faveur des plus démunis, la gestion centralisée des fonds mobilisés au titre des ACA
Sadaqa, Ard al-Hassan et Waqf, couplés aux participations des institutions financières islamiques, permettraient d'instaurer un environnement propice et efficace au financement des activités génératrices de revenus. Mesdames et messieurs, nous attendons beaucoup de ce forum et pour ma part, je reste persuadé que vos réflexions et vos fructueux échanges apporteront les réponses idoines à l'ensemble de ces problématiques pour que la finance islamique puisse trouver la place qui est la sienne et rayonner en Afrique. Finally, ladies and gentlemen, thank you once again for your participation, and I now officially declare the Islamic Finance Summit open. Merci. Autre nouvelle du pays, la construction de la route Tadjoura-Balhou avance à grands pas. Et c'est dans cette optique que le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Ahmed Hassan, accompagné d'une importante délégation dont le préfet de la région de Tadjoura, Abdel Malik Mohamed Banoïta, et du directeur général de l'agence djiboutienne des routes, Mohamed Moussa Ahmed, s'est rendu lundi dans cette région pour constater l'état d'avancement de cet axe principal reliant le nord de Djibouti à l'Éthiopie. Arrivé sur les lieux, le ministre et sa délégation ont été accueillis par les habitants de Balhou et les localités environnantes, comme Dora, sous un tonnerre d'applaudissements et de danses traditionnelles. La construction de cette route Tadjoura-Balhou est en phase de finition, puisque les moyens logistiques et humains ont été renforcés avec l'arrivée il y a quelques semaines d'une nouvelle entreprise européenne, allemande notamment, dénommée Arrow. Elle a la sous-traitance des travaux qui sont conduits par la société Al-Qarafi. Le ministre et sa délégation ont effectué une brève visite des locaux ou de la base de vie de cette société allemande qui s'est installée à une dizaine de kilomètres du poste frontalier de Balhou avec l'Éthiopie. En effet, il s'agit maintenant de finaliser la construction de cet axe routier d'une importance majeure pour relancer l'économie des régions du Nord et améliorer ainsi les conditions et modes de vie des populations du Nord du pays qui vivent à Tadjoura mais aussi à Obok. La construction de cette route est bientôt terminée. Il ne reste plus qu'une portion de 32 km de Dora à Balhou et c'est l'entreprise Arrow qui en aura la charge. D'ailleurs, les travaux de cette portion de route ont été officiellement lancés par le ministre de l'Équipement et des Transports avec la coupure du traditionnel ruban. Notre équipe sur place a pu recueillir les responsables présents quant à la construction de cette portion de route longue de 32 km. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Ahmed Hassan, ainsi que les responsables de localités de Balhou et de Dora ont bien voulu répondre à nos questions quant à l'intervention de cette nouvelle société Arrow. Je vous propose de les écouter. We have generator, we have water, we have oil, we have everything. And then I would like to ask to take off the road. Everybody. Ah, yeah, this is, by the way, I bring my father. Okay. So just that you have a first. Et Dora. Donc c'est une nouvelle société a été impliquée dans le projet. Ceci afin d'accélérer la progression du projet. Et nous sommes très heureux aujourd'hui, ce matin ici, de lancer les travaux officiellement sur cette portion. Donc en présence de la compagnie Al-Kharafi bien sûr et de son sous-contractant qui est Haro Makmetal, qui est une société très impliquée dans les projets de construction des routes. Donc aujourd'hui, ce matin, nous sommes là pour lancer effectivement les travaux sur cette portion. Actualité à l'étranger maintenant. Jugé en appel, Oscar Pistorius risque jusqu'à 15 ans de prison. Le procès en appel d'Oscar Pistorius s'est ouvert hier à Bloemfontein en l'absence de l'athlète sud-africain qui a été récemment remis en liberté surveillée après avoir passé au moins d'un an en prison pour le meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp. Et un commentaire. Insuffisant pour le procureur qui espère envoyer Oscar derrière les barreaux et le faire condamner pour homicide volontaire, un délit possible de 15 ans de prison. Parmi les proches, seule la mère de Riva était présente au tribunal pour entendre les plaidoiries des avocats. Ni les accusés, ni les témoins se sont appelés à la barre durant ce procès qui est retransmis en direct à la télévision. Le verdict pourrait être rendu à la fin du mois. En première instance, Oscar avait été condamné à 5 ans de détention, le juge ayant conclu à l'homicide involontaire.
Il soutient avoir confondu sa petite amie avec un cambrioleur durant la nuit de la Saint-Valentin. Il avait tiré 4 balles à travers la porte de ses toilettes, la blessant mortellement. Oscar dit avoir agi dans la panique. En visite en Allemagne, le ministre des Finances britannique a réclamé une protection spéciale pour les pays de l'Union européenne qui, comme la Grande-Bretagne, n'ont pas adopté l'euro. Objectif, éviter la discrimination, notamment des entreprises. Commentaire également. La Grande-Bretagne peut soutenir l'eurozone dans les changements nécessaires pour renforcer l'euro, a déclaré George Osborne. En retour, vous pouvez nous aider à réaliser les changements dont nous avons besoin pour sauvegarder les intérêts des économies qui ne sont pas dans l'eurozone. George Osborne a laissé entendre que les 9 pays hors eurozone sont systématiquement désavantagés par rapport aux 19 pays du bloc monétaire. Les relations entre Londres et l'Union européenne ont toujours été délicates. Les eurosceptiques britanniques sont nombreux. Le Premier ministre David Cameron a promis un référendum sur la question de l'appartenance à l'Union européenne d'ici 2017. L'Union européenne qui aurait bien du mal à affronter les conséquences d'un Brexit. C'est tout pour cette édition de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, bougez pas. Une courte page de pub. C'est le focus de ce début d'après-midi avec Nagat Fouatet. Dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale et africaine de la jeunesse, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport organise le jeudi 5 novembre 2015 un méga concert au stade Gouled à partir de 20h. Venez nombreux, l'entrée est gratuite, les artistes nationaux et régionaux vous garantissent une ambiance de folie. hooyooyinku ha ka badbaadiyaan caruurtooda sinyarada iyagoo ka tallaalaya sinyarada si ay uga badbaadiyaan ilmahooda laxaad la'aan noloshiisoo dhan haysan doonta. أخواتي وأمهاتي الفاضلات أرجو منكن أن تبادروا في تطعيم أولادكن ضد شلل الأطفال وشكرا. Quelques gouttes pour sauver votre enfant d'un handicap à vie causé par la أحيتي بياكي وما بياكني ورو إريكان نوديك إدياكتي إلورك الحيسة Voir son petit grandir et s'éveiller chaque jour un peu plus, quel bonheur. Et pour s'éveiller autant, il lui faut notamment une alimentation bien adaptée. C'est pourquoi Blédina a créé les céréales Blédine, qui contiennent des nutriments essentiels, dont une combinaison de vitamines pour sa croissance et de fer pour soutenir son développement cérébral. Blédine, les céréales des petits futés. Dès que ma peau tiraille, pour la soulager, j'ai un secret. Mon nouveau lait hydratant Mixa Nutrition, enrichi en karité. Instantanément, les tiraillements et l'inconfort disparaissent. Intensément nourri, satiné et parfumé d'une saveur gourmande, ma peau rayonne. Nouveau lait Mixa Nutrition, le soin des peaux mat à foncé, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps.
Nous revenons ensemble pour le focus de ce début d'après-midi. Nagat Fouad nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Nagat, bienvenue sur ce plateau. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce focus Nagat? Eh bien, nous allons parler tout d'abord de l'événement qu'il y a eu ce matin à Djibouti Palace Kempinski avec la banque islamique. Donc l'Arabie de Djibouti a abrité aujourd'hui la 4e conférence africaine de la finance islamique. Donc cette conférence de 2 jours est ouverte aujourd'hui en présence du président de la République Ismaël Omar Guelleh. Et cette conférence africaine de la finance islamique est patronnée par le président de la République qui a officiellement ouvert cette conférence en présence bien sûr de la première dame, Madame Khadra Mohamed Haddan, accueillie à leur arrivée par le gouverneur de la Banque centrale et ses employés. La cérémonie d'ouverture a vu la participation du membre du gouvernement, des parlementaires, des nombreux représentants des banques de la place islamique et autres, ainsi que des hommes d'affaires. Donc cette conférence a pour principal objectif de conforter la demande croissante en service de produits financiers islamiques et selon des analyses de la finance mondiale présente des possibilités d'élargissement de l'intermédiation financière. Donc sachez, Choukri, que les prestations des services islamiques est en pleine expansion dans des nombreux parties du continent africain, mais même sur d'autres places financières dans le monde. Donc en effet, le gouvernement djiboutien a déjà mis en place un cadre juridique favorisant le développement d'un système de finances islamiques dans le pays pour créer d'importantes constructions de la mobilisation de l'épargne et l'inclusion financière. Voilà. Et cette conférence se clôturera demain, toujours au Djibouti Palace Kempinski. Voilà. Et autre nouvelle internationale. Et voilà, dans le nouvelle internationale, on va parler aujourd'hui de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a solennellement investi président. Alassane Ouattara a été solennellement investi hier à Abidjan, président de la Côte d'Ivoire, pour un mandat de 5 ans en présence de plusieurs dirigeants africains. Donc devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution et protéger les droits et libertés des citoyens et remplir consciemment l'intérêt supérieur de la nation, a déclaré M. Ouattara. Donc la prestation de serment s'est déroulée en présence bien sûr des présidents sénégalais Macky Sall, le président de l'exercice de la communauté économique de l'État d'Afrique de l'Ouest, celui du béninois Thomas Boni Yahi, président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africain, avec ainsi que le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Donc cette cérémonie intervient au lendemain de la validation par le Conseil constitutionnel de la réélection du sortant Alassane Ouattara dès le premier tour présidentiel le 25 octobre dernier, avec 83,66 des suffrages. M. Ouattara a devancé Pascal Affi, candidat du Front populaire ivoirien fondé par Laurent Gbagbo, l'ancien président, actuellement qui se présentera qui sera présenté dans le cours international de pénal. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour d'autres informations, Agathe? Et dans la page santé d'aujourd'hui, le ministère djiboutien, nous avons parlé de l'actualité nationale également, qui concernée par Djibouti. Donc le ministère de la Santé djiboutien a lancé depuis lundi, en partenariat avec l'UNICEF et l'OMS, une campagne nationale de vaccination contre le polio qui couvrira l'ensemble du territoire de ce pays. Cette vaste opération qui intervient un mois après la fin de la campagne de vaccination contre la rougeole cible les enfants de 0 à 5 ans, quel que soit leur statut vaccinal antérieur par rapport au vaccin contre le polio qui se déroulera jusqu'au 30 décembre. Donc le ministère djiboutien de la Santé a dépêché des équipes mobiles qui vont sillonner les différents quartiers de la capitale, le chef-lieu et les localités reculées des régions du pays où elles vont administrer des doses de vaccination requises selon l'âge de l'enfant. Donc dans un communiqué publié la veille par le ministère de la Santé qui a demandé à tous les parents et responsables du district des pays à faciliter les activités de cette campagne à Djibouti. La vaccination est une priorité pour l'État,
avec le maintien de sa gratuité en vue d'atteindre l'objectif de 95 de couverture vaccinale en 2015. Les autorités sanitaires djiboutiennes mènent une campagne de vaccination contre le polio dans l'ensemble du territoire qui a pour terme 2 gouttes protège votre enfant contre la paralysie à vie. Donc la campagne de vaccination qui va se poursuivre jusqu'au 12 novembre cible tous les enfants de moins de 5 ans et vise également à détecter les cas de paralysie flasque aiguë. Le ministère djiboutien de la Santé qui a mené à Mont des actions de sensibilisation de proximité auprès des mères, des familles, poursuivant parallèlement à la télévision, dans les radios, les spots de sensibilisation le bien fondé de cette campagne de vaccination. Voilà, Chouri. Et pour clôturer ce focus, l'insolite. Voilà, l'insolite comme toujours. En États-Unis, une faille de plus de 685 mètres se creuse dans le sol. C'est un événement assez incroyable. Bien sûr. La planète dévoile ses secrets petit à petit. Dans l'ouest des États-Unis, une crevasse géante se forme depuis fin septembre. La faille profonde de 30 mètres par endroit s'étend désormais sur 686 mètres de long et 45 mètres de large dans la chaîne de montagnes de Pig Fork. Donc ce phénomène naturel a été repéré par de groupes de chasseurs qui ont relayé l'information via le site de randonnée américain. Donc le glissement de terrain en cause selon l'Institut géologique de Minowing, cité par CBC. Il s'agirait en réalité d'un glissement de terrain très lent. Les pluies printanières abondantes auraient humidifié le sol et les roches provoquant son affaiblissement progressif. Voilà. Bien sûr, c'est sûrement un problème sur le climat, voilà, le réchauffement climatique qui est dû et qui cause les déformements de la Terre. Bien sûr. Merci Dagad pour ce focus. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous remercie également de votre fidélité tous les jours à la même heure, à la même place. Je remercie également toute l'équipe technique et rédactionnelle qui a réalisé ce bulletin d'information. Vous retrouverez ce soir à ma place Asma Bakar, Ali Abdillah, quant à nous, Nagat et Choukri. Vous les retrouverez vendredi soir dans l'édition de 22h, Inch'Allah. Bye bye. À vendredi soir. Bye bye.